Donc on va partir sur la première partie qui est effectivement une intro, une vision globale un peu de ce qu'on va aborder aujourd'hui et de la structure qu'on va pouvoir avoir. On va parler, qui va être le gros cœur, la partie 3 et 4, des 4 étapes qui sont pour moi indispensables pour répondre dans les meilleures conditions possibles à la réponse pour une consultation. Et derrière, on va parler pas mal de pièges à éviter, de réserves, qui sont des sujets, je pense, que vous devez aborder assez régulièrement et qui sont des thèmes récurrents. Et on va parler après, effectivement, de ce qui peuvent être les clés du succès d'une réponse performante, alors qui n'est pas forcément une réponse qui aboutit sur une signature, on en parlera un petit peu après. Et derrière, on aboutira effectivement sur des stratégies qui peuvent être appliquées sur le long terme. Vous faites tous plus ou moins du commercial. Je pense que vous le savez comme moi que le commercial, c'est plus un marathon qu'un sprint. Et on va voir effectivement comment on va pouvoir aborder tout ça. Première partie, pourquoi aborder ce sujet-là? Au-delà du fait qu'effectivement vous y êtes tous confrontés directement, c'est un acte stratégique, c'est ce qui va conditionner la rentabilité d'un chantier. Et très souvent, les négligences, ou je n'aime pas trop le mot erreur, mais les négligences qu'on peut avoir dans la phase d'étude et dans la phase de réponse ont un impact direct quand on a l'affaire sur la phase d'exécution. C'est un point clé, c'est la phrase que j'ai mis à droite qui pour moi est presque un résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais la réponse à la consultation est la porte d'entrée d'une affaire réussie. Elle est aussi la porte d'entrée d'une affaire qui peut merder. Je mets des guillemets à ça. Ça reste la première phase de préparation pour moi. Okay, donc ça va être l'objet, en tout cas pour moi, la problématique, on va dire, de ce qu'on va traiter aujourd'hui. On est dans un constat, alors je ne suis pas extrêmement vieux, mais je l'ai vu évoluer au cours de ne serait-ce que ces 10 dernières années, où on a quand même un contexte qui a évolué. Ce qu'on peut voir, c'est quand même très souvent des délais de réponse demandés de plus en plus courts, de plus en plus tendus. Je pense que vous avez tous déjà connu le cas du service achat qui vous envoie une consultation le 20 décembre avec une réponse pour le 3 janvier juste après les vacances, ce genre de situation un peu récurrente. Des pressions fortes pour avoir des réponses, même si vous n'avez pas forcément toutes les clés en main, pour remplir des grilles d'achat, des process achats, c'est vos clients, etc. Des méthodes derrière pour faire les estimations et les chiffrages qui sont extrêmement souvent empiriques, c'est-à-dire pas forcément formalisées. Si on prend 3 personnes dans la structure, même dans cette salle, je pense, et qu'on vous donne le même chiffrage, vous allez probablement procéder tous les 3 de 3 façons différentes. Peut-être que vous allez avoir des résultats identiques, peut-être différents, mais en tout cas, on a toujours cette disparité-là. Et derrière, peu de temps dédié à l'analyse réelle. Parfois, ça peut être fait sous forme de retour d'expérience, mais est-ce que ce retour d'expérience-là, il est réellement formalisé derrière et réutilisé? C'est souvent un des enjeux qu'on va avoir. Le contexte dans tout ça, c'est qu'on arrive effectivement, je vous en parlais juste après, à des dérives en phase de travaux, parfois des sous-estimations des contraintes sur site parce qu'on n'a pas pu prendre le temps d'analyser comme on aurait voulu un dossier, des informations sur les marchés qui peuvent être incomplètes, et derrière forcément des marges fragiles. Si on n'arrive pas à sécuriser ces aléas-là, ça va forcément avoir un impact derrière. Et malgré tout ça, on se retrouve avec le contexte de toujours courir un peu après le temps, et je vous ai fait un petit florilège, mais bon, on finira tard, mais on en verra bien l'offre. Ça a toujours été fait comme ça. On verra bien en chantier, et on verra plus tard pour les risques, quoi. Bon, malheureusement, c'est un peu comme ça que ça marche. Le côté un peu urgence, on est dans la maintenance, dans les arrêts, donc c'est souvent des interventions intenses dans des délais courts. Donc ça, on ne peut pas l'esquiver. Par contre, il y a quand même certains éléments en amont qu'on peut estimer de limiter le risque. Pour moi, la partie réponse à une consultation, chiffrage et tout ce qui peut aller avec, c'est exactement la même chose que lors de la phase de réalisation. En général, la bonne exécution dépend de la qualité de la préparation, très souvent. C'est la même chose qu'en réalisation. Et on a tendance à négliger la partie préparation sur cette partie-là en disant on verra la préparation plus tard. On va en parler, mais pour moi, c'est un des points clés. Ça n'empêche pas de gagner des offres. Je pense que vous en êtes des témoins. Vous avez plein d'affaires signées que vous avez dû chiffrer, entre guillemets, à l'arrache. Mais on se retrouve, pas toujours, mais souvent avec des chantiers qui sont subis, des tensions internes en phase d'exécution, qui a chiffré quoi, qui a préparé quoi, pourquoi on a cette zone d'ombre, etc. Des relations clients qui derrière peuvent être dégradées. C'est des choses qui peuvent arriver quand on prend un chantier, parfois qu'on n'aurait peut-être pas vu ou pas de la bonne façon. Et du temps perdu forcément à gérer des crises, alors évitable entre guillemets. La préparation, encore une fois que ce soit en chiffrage ou en exécution, elle ne va pas empêcher les aléas. Les aléas, ils vont forcément arriver, on est dans le milieu industriel. Par contre, on peut potentiellement les diminuer ou avoir la capacité à mieux les gérer. Okay, et c'est surtout ça l'essentiel. L'idée, c'est qu'on démarre forcément avec la réception du dossier. Le second temps que j'ai mis là, qui pour moi est essentiel et souvent je ne vais pas dire le plus sous-estimé, mais presque, c'est la partie analyse et compréhension du besoin. Analyse et compréhension du besoin à l'échelle de l'équipe qui va travailler sur la consultation. On a souvent un référent technique qui peut avoir mis le nez dedans, un technicien, sans que le chargé d'affaires soit au courant de certaines variantes, etc., etc. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Et derrière, l'idée, c'est de construire la stratégie de réponse comme on construirait une stratégie de réalisation d'un projet.
Je pense que quand vous réalisez un projet en maintenance ou sur un arrêt, vous avez un planning à suivre avec entre guillemets, des tâches à exécuter et des ressources qui sont allouées. Ici, on est exactement sur le même schéma, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en place quand on est dans ces phases d'estimation. Derrière, on vient effectivement sur la phase organisation, pilotage, consultation, chiffrage, où on va y venir un petit peu après, et la phase finale qui est effectivement la sécurisation et la validation pour remise de l'offre. Avant de rentrer un peu plus dans le détail des différents points, il y a dès le départ souvent des erreurs fréquentes, entre guillemets, notamment quand on a des délais très courts qui vont intervenir. Une des premières, c'est d'ouvrir le dossier et de se focaliser directement sur le chiffrage. On met quelqu'un, regarde le dossier, il nous faut un prix, trouve-moi un prix très vite, sans forcément aller prendre le temps d'aller bien déchiffrer les différents documents, on va en parler après, cahier des clauses techniques particulières, etc., sans vraiment aller fouiller. On va prendre des plans en chiffres, mais on ne va pas creuser. Négliger certains aspects contractuels, on y reviendra notamment tout à l'heure sur ce qui peut être des réserves, des temps d'attente, je pense que les sujets de mise à disposition, etc. sont des sujets qui reviennent souvent pour vous. Découvrir des risques, alors à la consultation je mets trop tard, mais en tout cas pas assez tôt, on va dire ça comme ça. Ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma carrière, en passant en revue avec un chiffrage, notamment sur les premiers que j'ai pu exécuter, ou passer en revue avec votre directeur, et puis le directeur voit une clause que vous n'avez pas vue alors que ça fait un mois que vous êtes dessus. Ce qui est forcément gênant. Et ça, c'est effectivement on va en parler un petit peu, mais dans l'aspect notamment formation des équipes, etc., c'est un aspect qui est hyper important. Et enfin, la troisième, c'est se concentrer sur le prix, c'est hyper important, mais se concentrer que sur le prix. J'en parlais tout à l'heure, on est dans des métiers d'urgence, de délai, souvent des délais d'intervention courts. Et même si le prix ne fait pas tout, alors ça va dépendre encore des donneurs d'ordre et de ceux avec qui vous allez travailler, il y a plein d'autres variables qui vont venir jouer derrière sur le fait que vous puissiez avoir ou pas une affaire. Qualitative, j'entends. Ça va être effectivement les délais, ça va être les moyens mis à disposition, ça peut être la confiance, vos compétences particulières, il y a tout un tas d'autres facteurs qui viennent en chanter. La première étape, effectivement, ça va être d'analyser les pièces du marché. Alors, les pièces du marché, on va y venir tout à l'heure, il y a des pièces techniques, il y a des pièces contractuelles, il y a plein d'éléments différents, pardon. Mais ça va être dans les grandes lignes, comprendre ce qui est clairement demandé, clarifier ce qui doit l'être, très vite, avec les référents techniques du donneur d'ordre, la plupart du temps, mais vraiment identifier ces points-là, détecter très vite les zones à risque, et identifier ce qui est un peu le bas qui blesse parfois dans nos métiers, les éléments qui peuvent sembler implicites. Ça, c'est un cas qu'on voit très souvent, notamment chez des clients qu'on peut avoir historiques. Le côté on a toujours fait comme ça, ouais, mais je sais pas, ça peut être. Je vais prendre un exemple assez concret, mais par exemple pour un redémarrage d'usine, ça paraît évident pour votre donneur d'ordre que vous avez mis une équipe à disposition en cas de fuite. Est-ce que pour vous c'est clair? Est-ce que c'est marqué contractuellement quelque part ou pas? Voilà, ça peut être ce genre d'élément derrière. À l'étape 3, effectivement, qui est la partie, une fois qu'on a structuré tout ça, chiffrage et consultation. L'objectif ici, effectivement, c'est de réduire l'incertitude, pas forcément d'avoir qu'un prix, mais de structurer tout ça, sécuriser les hypothèses et préparer l'exécution future. Là-dessus, sur la partie chiffrage, c'est extrêmement important d'avoir jeté un œil à la partie documentaire dans la forme de réponse attendue. Une des erreurs qu'on voit couramment, c'est allez, je mets le nez dedans, je chiffre. Allez, on doit répondre pour demain, j'ouvre, et merde, pas de chance, il y a une grille de chiffrage. Voilà. Donc vous devez répondre selon une trame qui n'est pas du tout celle avec laquelle vous avez chiffré, et vous vous amusez à remettre les ronds dans les carrés et les carrés dans les ronds. Ce qui marche en général moins bien, donc DPGF ou autre, d'ailleurs, ça peut être des DPGF ou d'autres formes de documents. Petit topo vite fait sur la partie consultation. Ça reste pour moi, pour ce qui est sous-traitance et achat, dans ce sens-là, donc vraiment les deux, la règle d'or. On peut avoir des ratios en interne pour d'autres corps de métier. Avoir des ratios en interne pour nos corps de métier, c'est déjà parfois à risque, à mon sens. Les avoir pour des corps du métier existants, ça l'est encore plus. Ça peut dépanner quand on est dans l'urgence, quand on a des prix à répondre en urgence, tout simplement. Mais ce n'est pas l'idéal. Quelques erreurs classiques, effectivement, sur la partie consultation, c'est de prendre un prix sans analyser l'offre. Bon, ça nous est peut-être déjà arrivé à tous, mais faites une demande de prix, même pour de la fourniture, pas forcément très élevée. On vous envoie un devis, vous passez commande. C'est pas ce que vous aviez commandé. Et en fait, c'est juste que entre ce que vous avez demandé et ce que le gars a écrit, il s'est gouré. Mais vous n'avez pas vérifié l'offre finale. Des fois, ça vaut 100 balles, des fois, ça en vaut un peu plus. Mais c'est des éléments qui sont hyper importants à aborder. Okay. Consulter sans cadrage, donc idem, de la même façon que vous aimez être consulté avec un cadre assez précis, c'est important d'être précis dans la demande. Plus votre demande est précise, plus le retour que vous allez avoir va l'être également et va être qualitatif. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais très important de consulter tous les prestataires externes, encore une fois, achat ou sous-traitance, dès qu'on peut l'exclure. Okay, dès qu'on peut le faire, on envoie, ça travaille sur nous et nous, on peut avancer sur le reste. Et là, le deuxième sujet, on en parlait un petit peu à midi, c'est aussi la partie estimation main-d'œuvre pure et dure, donc votre corps de métier. Alors ça, c'est souvent un sujet aussi. La plupart du temps, dans nos métiers, c'est fait avec la méthode que vous voyez à gauche, qui est la méthode empirique.
C'est-à-dire que moi, j'ai fait du chantier, où j'ai un retour d'expérience, etc. Et à première vue, je partirais du principe qu'il faut un mois de boulot avec 10 bonhommes, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça qu'on y va. C'est pas forcément mauvais, en termes de précision. Par contre, plus on a du volume, plus ça devient compliqué à gérer. Okay, parce que du coup, vous avez tout en tête, c'est pas formalisé forcément de façon écrite. Et surtout, encore une fois, j'en parlais dans la salle là, si je vous donne à tous le même plan, qui avait les mêmes compétences, et je vous demande de l'estimer, vous allez probablement faire tous de façon différente, à quelques exceptions près. Okay, ce qui veut dire que quand on doit travailler ensemble sur un sujet, c'est problématique. S'il y a Jean-Pierre qui a fait le chiffrage et qui tombe en maladie et que moi je dois le reprendre mais que je ne comprends rien à ce qu'il fait, ça va être gênant. Idem si la personne qui a fait le chiffrage n'est pas la même qui va faire l'exécution et qu'on doit reprendre pour comprendre un peu la phase qui a réalisé, on va encore être emmerdé. Il y a d'autres méthodes qui existent. Il y a la méthode par ratio. Alors un ratio, c'est assez simple, c'est l'idée d'avoir en gros un temps ou un prix pour une unité donnée. Je sais pas, le peintre, ça va être le mètre carré. En tuyauterie, personnellement, on a souvent le pouce soudé, qui n'est pas la seule, mais qu'en est une. Vous pouvez avoir le poids pour la charpente métallique, du mètre linéaire pour certaines tuyauteries, mais pas tous. Donc vous avez des éléments comme ça qui peuvent vous aider à avoir un ordre d'idée. Les ratios, c'est pas le plus précis. En général, les ratios vous permettent d'être précis si vous savez les maîtriser, à plus ou moins 25%. Donc c'est bien dans deux cas de figure. Pour vérifier un chiffrage, c'est-à-dire que vous avez un technicien qui a fait un chiffrage pour vous, vous n'avez pas le temps de le découper autant que lui, vous lui demandez la donnée d'entrée en question, et ça vous permet de vérifier que vous êtes bien dans la boucle. Ou la deuxième option, on en parlait tout à l'heure sur l'avancement de la consultation, ça permet aussi d'aller intervenir sur des estimations budgétaires. Encore une fois, est-ce qu'il y a lieu de passer un mois à chiffrer un truc qui est en phase d'avant-projet et où on veut juste une estimation? Okay, un ratio peut vous permettre de répondre assez facilement à la question est-ce que c'est 10 000 ou est-ce que c'est 100 000? Okay, et enfin, la troisième méthode, qui n'est pas possible dans tous les métiers, mais qui est la plus pertinente quand vous arrivez sur du gros volume et qui a besoin de travailler à plusieurs, c'est la partie par décomposition ou par abac. Okay, l'idée étant d'avoir des temps standardisés pour des opérations que vous pourriez réaliser les plus courantes. On ne couvre jamais 100% de l'activité avec ça, mais on peut souvent atteindre des 75-80% minimum. Okay, et l'idée avec ça, c'est qu'effectivement, le chiffrage que Jean-Pierre a fait avec ça, Stéphane, il peut le reprendre aussi, quoi. Okay, un peu le bonnet blanc, blanc, bonnet. Et donc ça va être le plus important, mais toujours en tout cas à adapter à la phase du projet, encore une fois avant-projet, projet finalisé. L'idée étant quand même de réussir à structurer au maximum ce que vous faites avec le ratio et la décomposition. L'empirique étant bien en théorie pour affiner justement avec votre regard technique. Très souvent les chiffrages ils sont faits 90% sur de l'empirique, sur votre expérience, et de temps en temps on rajoute 2-3 trucs qu'on a appris à droite à gauche pour vérifier qu'on n'est pas trop mal. L'idée c'est plutôt de faire l'inverse, c'est d'aller chiffrer de façon extrêmement méthodique pour que ça soit transposable entre vous, vos collègues, etc. et relisible dans 3, 4, 6 mois. Et derrière, que le côté empirique vienne aller justement regarder les 10-20% qu'on ne peut pas aller chiffrer comme ça. Okay, un des cas dans lequel c'est extrêmement intéressant aussi, ça vous est sûrement tous déjà arrivé, vous chiffrez un projet, vous ou un de vos collègues, vous avez la commande 6 mois plus tard, donc il faut faire le boulot, donc on va regarder notre chiffrage, et là, qui a chiffré quoi et comment, ça reste le mystère. Donc ça va être un des intérêts aussi, encore une fois, la phase de chiffrage et d'estimation, ça reste la première phase de préparation de l'exécution. Plus elle est structurée, plus votre exécution va être structurée derrière.